Les conférences de l'immobilier sur la République des Pyrénées.fr, sur sudouest.fr, avec les 3 quotidiens du Béarn à l'occasion de la sortie habituelle, annuelle du supplément consacré à l'immobilier. Pierre Sabatier nous a rejoint pour représenter le journal Sud-Ouest dans les locaux du 19 Pau Centre. Bruno Robali pour la République des Pyrénées et l'Éclair Pyrénées parmi nous, également ce matin, pour cette table ronde qui va nous permettre de compléter les propos qui ont été tenus il y a quelques petites minutes pour ceux qui suivent l'intégralité des conférences par les représentants de la Chambre des notaires et qui précéderont, des propos qui précéderont la deuxième table ronde qui traitera tout à l'heure des besoins de logement sur Pau et l'agglomération. 4 invités nous ont rejoints, messieurs, pour ce premier sujet lié cette fois-ci au marché immobilier neuf et ancien, un état des lieux et des perspectives. On a entendu tout à l'heure avec des chiffres clés à l'appui, l'avis des notaires. C'est intéressant d'avoir l'avis des 4 professionnels qui sont ici même, que je vais présenter dans quelques instants. Simplement, messieurs, en introduction, Pierre Sabatier, vous qui avez plein de qualités, mais un défaut, c'est que vous êtes plus souvent au Pays Basque qu'en Béarn. Absolument. Ça arrive à tout le monde, même aux gens bien. Mais je viens quand même régulièrement. Mais non, évidemment, plaisanterie mise à part, est-ce que le sujet dont nous traitons aujourd'hui, plus spécifiquement lié au Béarn, vous l'avez traité également côté Pays Basque, du côté de Sud-Ouest, est-ce qu'il y a tant d'écart que cela dans le traitement du sujet, ou en tout cas dans les questions que l'on se pose d'un côté et de l'autre de ce département ? Alors la question générale est sans doute la même. Après, ce qui change, c'est les prix. On va dire que sur la zone tendue du Pays Basque, il y a évidemment des prix plus élevés qu'en Béarn, et donc des problématiques, notamment pour les primo-accédants ou les gens qui veulent tout simplement trouver un logement qui sont, on va dire, plus compliqués, peut-être qu'en Béarn. Et le Béarn devient... à contrario, un territoire beaucoup plus attractif, puisque les opportunités pour se loger ou pour investir sont sans doute aujourd'hui, et on va le voir avec les professionnels, plus fortes qu'au Pays Basque actuellement, où c'est bloqué par un prix déjà très élevé. Bruno Robali, dans toutes vos qualités, il y en a une, vous habitez au centre-ville de Pau, il y a un défaut, vous habitez au centre-ville de Pau. Du coup, est-ce que ce dont nous parlons aujourd'hui concerne vraiment l'ensemble du Béarn ? Oui, je pense que ça concerne l'ensemble du Béarn. On le voit à chaque fois que nous publions un article sur l'immobilier. C'est un article qui est très lu, ce qui montre quand même l'appétence de nos lecteurs. Donc, ça prouve que ça répond à une question de leur quotidien. Et c'est vrai que dans le centre-ville de Pau, on s'aperçoit qu'il faut peut-être participer à un renouvellement de la population, à une meilleure attractivité. Et je pense qu'on va, avec l'ensemble des intervenants, parler certes du centre-ville, mais de l'ensemble de ce qui se passe en Béarn. Alors avec nous ce matin, Bruno Birad, directeur commercial du groupe Cofim Immobilier. Prenez le micro qu'il y a devant vous. C'est en 1980 que Eugène Birad a fondé Cofim, qui est aujourd'hui entre vos mains, avec Olivier et vous. Vous êtes cousins, hein, tous les deux, pour prendre cette entreprise familiale. Un groupe qui se transforme en valorisant le management, le digital, sans oublier la proximité, moins d'agences, plus d'agents et plus d'agents mieux formés. Ça vous va comme credo pour expliquer aujourd'hui le positionnement de Cofim dans un marché évidemment extrêmement mouvant? Oui, c'est une belle description. Donc vous l'avez dit, le groupe Cofim a une histoire avec 40 ans d'existence ici dans le Béarn. 8 agences sur 10 sont béarnaises ici. Donc on était implanté dans le Béarn, mais on est surtout né en Béarn et béarnais. Donc ça nous tient à cœur de parler de ce territoire. Cofim a été créé par Eugène Birad, avec une expansion florissante pendant une quarantaine d'années. Aujourd'hui, on est sur une phase de transmission. Le marché nous a permis, les soubresauts du marché, de nous réorienter. Et la phase de transmission actuelle, la passation d'Eugène à Olivier, qui est présent ici dans la salle, mon cousin, nous permet de répondre aux ruptures du marché, c'est-à-dire embrasser la digitalisation pour répondre au mieux à nos clients. Le marché a changé, le marché est plus complexe, les clients sont mieux informés. Et c'est un défi de tous les jours de répondre à ces obligations. La satisfaction client, évidemment, nous importe et elle nous oblige. Et aujourd'hui, nous sommes à cette phase de transition
pour les pieds bien ancrés dans le territoire et regarder vers l'avenir. Avec 8 agences au total en Béarn, 2 à Pau, Billère, Gand, Cercastet, Teste, Garlin et Oloron. Je pense avoir oublié personne. Bertrand Harry est à côté de vous. C'est le directeur général de Square Habitat Pyrénées-Gascogne qui appartient à la grande famille de Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Un mot peut-être d'abord de présentation de Square Habitat. Ça fait partie des enseignes que l'on voit beaucoup en termes de signalétique. Mais combien de personnes aujourd'hui travaillent au sein de Square Habitat ? Alors bonjour, aujourd'hui le groupe PGIMO qui officie sous la marque Square Habitat emploie plus de 285 collaborateurs. Nous sommes leaders sur le métier de la gestion immobilière et nous sommes au service de plus de 45 000 clients. Nous opérons aussi sur des activités de transaction, de vente de neuf en défiscalisation et de location saisonnière. Alors bien sûr que nous avons les mêmes valeurs que je retrouve chez mon confrère. Bien sûr que nous sommes attentifs à notre qualité de service que nous rendons aux clients pour produire une satisfaction client, bien sûr. Deuxième chose, nous utilisons tous les outils les plus performants pour assurer une relation client fluide et performante. Bien sûr aussi la caisse régionale du Crédit Agricole, avec laquelle nous travaillons en étroitesse, nous permet aujourd'hui de pouvoir offrir à nos clients communs une offre globale, tant sur le financement via la banque que sur l'offre immobilière pour ce qui concerne Square Habitat. On va revenir avec vous tout à l'heure sur également les questions d'accession, de prêt, évidemment avec Bruno et avec Pierre. Avant cela, accueillons Pierre Layonne, c'est le président de PLH Conseil. Prenez le micro, mon cher Pierre. Vous fêtez cette année vos 30 ans, pardon, les 30 ans de PLH Conseil. Tout le monde aura compris. N'exagérons pas. Vous avez développé depuis 30 ans cette entreprise que vous avez créée avec votre épouse dans un domaine qui, parfois, géographique, qui dépasse très largement Pau et l'agglomération paloise, avec des premières années consacrées à un développement, notamment dans l'immobilier commercial, des domaines d'acteurs, des zones géographiques, encore une fois, à l'extérieur. Mais vous faites parler de vous à l'occasion de ces 30 ans, mais pas simplement, avec de très nombreux projets en ce moment. Le Trinquet, par exemple, qui est sur la route de Bordeaux, pour ceux qui sont palois. Également du côté de l'Escar, un projet très important. Et puis dans les cartons également à Lons, d'autres projets divers et variés. Pourquoi est-ce que aujourd'hui PLH Conseil fait autant parler d'elle ici, de nouveau, sur l'agglomération paloise? Pourquoi ce recentrage? Bonjour à toutes et à tous. Je crois d'abord qu'on a toujours voulu rester sur le territoire. Ça fait 30 années que l'ensemble de nos entreprises sont domiciliées à Pau. Lorsqu'on a lancé cette société avec mon épouse, on a préféré aller se frotter un peu à l'extérieur et notamment démarrer nos premières opérations sur la métropole de Toulouse. Sur la métropole de Toulouse, on était un petit peu plus anonyme puisque c'est une des métropoles françaises qui a été à la pointe de la mise en place d'un certain nombre de produits de défiscalisation. Et pour nous, on avait également des opportunités de développement foncier à l'extérieur. Il y a un proverbe qui dit que nul n'est prophète en son pays. Peut-être que 30 ans, c'était aussi l'âge de la raison pour revenir sur le territoire. Vous avez parlé sur Pau de 2 emplacements qui sont très symboliques et emblématiques pour nous. Le premier, c'est le Trinquet, avenue Didier Dora, à Pau. Moi, je suis arrivé à Lons avec mes parents en 1972, avenue Didier Dora, et j'habite aujourd'hui au Perlic à Lons, à quelques encablures du Trinquet. Je suis persuadé que dans l'assistance pour les joueurs de pelote ou de squash, tout le monde a dû jouer une fois ou deux dans cet établissement. Lorsque l'opportunité s'est présentée à nous, on a saisi cette opportunité pour y faire un projet un petit peu atypique, en y mettant un pôle de santé autour du sport, en faisant venir des chirurgiens de la clinique du sport de Bordeaux-Mérignac qui sont venus investir avec nous. On a souhaité conserver l'activité sportive, donc on réhabilite le Trinquet et les squash, et on est venu compléter avec une partie de logement libre en réhabilitation sur l'ancien hôtel, plus du logement social que l'on a mis à l'arrière. Donc c'est un projet
complexe à 7 millions d'euros d'investissement en travaux, mais qu'on a souhaité porter sur notre territoire. Et le second dont vous parlez, c'est la réhabilitation de la friche du CNPC. On est aujourd'hui symboliquement dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est un dossier qu'on a gagné face à 4 promoteurs en 2019. J'y reviendrai parce que ça prouve la lenteur pour obtenir l'ensemble des autorisations dans notre secteur d'activité. On y reviendra tout à l'heure. Oui. Mais c'est surtout un dossier qui me tenait à cœur parce que une des premières actions que j'ai eues dans ce territoire avec l'immobilière Casino, c'est la réalisation de quartiers libres en 2020. Et ce terrain qui est situé juste à côté était la transition logique de la ZACOM, la zone d'activité commerciale, qui faisait le lien avec Carrefour. Donc avec le soutien des élus et des collectivités, on a pu faire le transfert d'Intersport et de Lidl et livrer ce dossier le 30 avril dernier. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et enfin, à côté de nous, Arnaud Dunoyer, vice-président de la FPI Nouvelle-Aquitaine, la Fédération des promoteurs immobiliers Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes également le directeur de l'agence territoriale de Bouygues Immobilier. Vous avez déclaré dans le supplément, on y reviendra tout à l'heure, de la République de l'Éclair et de Sud-Ouest, que vous espériez, au nom de la profession, arriver vers un peu plus de stabilité. Avant de parler de la stabilité espérée, faites-nous le portrait de ce qu'est aujourd'hui la profession que vous représentez. Alors c'est un beau métier. C'est un beau métier puisque, comme on le disait avant, on loge les gens. Et donc ça, c'est assez satisfaisant, je dirais. Mais c'est très complexe de trouver un terrain, d'avoir les élus qui nous suivent, avoir de la stabilité, on en parlait. Et depuis 4-5 ans, c'est un peu... c'est très compliqué. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder, mais c'est un très très beau métier. Moi j'interviens effectivement sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, que ce soit au travers de la Fédération des promoteurs immobiliers que je représente, mais également au sein de Bouygues Immobilier. Donc on a des chiffres et que je pourrais vous partager par la suite. On va le faire dans quelques instants. Un promoteur immobilier, il doit être quoi ? Un donneur d'idées, un agitateur d'idées, un instigateur par rapport justement aux collectivités, au pouvoir public, à l'ensemble des investisseurs. Il doit être quelqu'un de réactif. C'est quoi le portrait robot d'un promoteur immobilier aujourd'hui en 2026 ? Alors, être à l'écoute, être dans le dialogue, être à l'écoute du marché, bien entendu, être dans le dialogue avec les collectivités, avec les élus, être tenace, avoir cette volonté de loger les gens, puisqu'on produit du logement, que ça soit du logement social, de l'accession sociale, mais aussi du logement pour y habiter ou pour investir. On fait tourner l'économie locale également en faisant travailler des entreprises locales. Et le fait de construire, ça fait aussi des retombées économiques pour les collectivités qui est très importante, on va dire. Pierre, Bruno, ils sont à vous. Oui, ma première question elle sera pour Pierre Layonne, parce que c'est vrai que, certes, on ne va pas parler au prophète en son pays, mais on va parler de l'état du marché aujourd'hui. Pierre, on connaît votre franc-parler, voire votre parler franc. En quelques phrases, comment définiriez-vous l'état du marché aujourd'hui ? Je crois qu'il faut dissocier le logement neuf et les transactions dans l'ancien. Donc moi, je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire le logement neuf. Logement neuf, 2 points, catastrophique. Voilà. Il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Actuellement, en France, on produit moins de la moitié du nombre de logements neufs que l'on aurait besoin. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire des grandes déclarations en sautant sur un câble comme un cabri, sur sa chaise, le logement, pour paraphraser une citation célèbre. Je pense qu'annoncer un nombre de logements de 400 000 à 500 000 logements par an d'ici 2030, c'est une utopie complète et totale. On est avec le vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Je lisais dernièrement dans la presse les déclarations du président national Boulanger qui faisait un constat qui était drastique. Premièrement, on a moins 14,7% de mise en chantier de logements neufs en moins au premier trimestre par rapport à l'année précédente. Deuxièmement, les premiers résultats du Jean Brun sont très en dessous de ce que l'on estimait.
J'entendais tout à l'heure la représentante de la Chambre départementale des notaires disant qu'elle ne voyait pas poindre un résultat très prégnant. Je crois qu'aujourd'hui, on est victime d'une décision politique qui a été prise en son temps, qui était de dire que l'immobilier était une rente. Ça, c'est une expression qu'on a rattachée dans les propos du président Macron, le Mozart de la finance, qui a sonné le glas du secteur de l'immobilier et du BTP dans ce pays. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que quand on prend une décision de ce type-là, en stigmatisant uniquement le montant des aides qui étaient données dans le cadre de la défiscalisation, sans voir à côté tout ce que ça reportait en droits de mutation, en taxes diverses et variées, demander aujourd'hui à n'importe quel élu la différence et la perte sèche qu'ils ont dans leur budget sur ces pertes de droits de mutation, il faut qu'à un moment donné, on relance la machine. Et la machine, elle a été stoppée net. On se souvient quand même que sur les dernières années, on a eu 2 grandes lois qui nous ont permis de pouvoir satisfaire la construction de logements neufs. C'est la loi de Sylvia Pinel et c'est la loi de Robien. J'en cite 2 en passant. Depuis, quand on a arrêté le système Pinel en France, on n'a pas préparé les promoteurs à cette situation-là. Il a fallu qu'on se réinvente. On a essayé de mettre en place des mesures complémentaires qui aujourd'hui sont trop légères, notamment le LLI ou alors le dispositif Jean Brun. Et malgré ce que moi je peux lire partout ailleurs, on construit moins qu'avant. Les demandes d'autorisation mettent beaucoup plus de temps et la commercialisation prend 3 fois plus de temps. Dans ces conditions-là, il est impossible de répondre à la demande. Bruno Birade, vous partagez ce constat. On a pris du retard, disait Pierre Layon. C'est aussi ce que vous constatez sur le terrain? Si je devais résumer effectivement le marché et tel qu'on le vit aujourd'hui sur le terrain, bon, je dirais que le marché respire à nouveau et il respire moins fort qu'avant. Je peux parler moi de la partie ancienne, même si évidemment on travaille en partenariat au quotidien avec les promoteurs. Pierre Layon a certainement un avis plus aiguisé sur la construction de logements. C'est peut-être un peu moins difficile. Mais on constate que de toute façon, il ne faut pas opposer ancien et neuf. Hein. Aujourd'hui, il manque de logements et effectivement, il faudrait qu'il y ait plus de logements. Malgré tout, dans l'ancien, il faudrait que ce soit plus fluide aussi, puisque le marché, on l'a dit, tout saute un petit peu. Malgré tout, on tient notre rythme et les chiffres à l'agence montrent que c'est stable. On est sur nos rythmes de projets de vie, de transactions et de locations par jour. Pour notre cap de 1000 projets de vie par an, c'est ce qu'on a sur notre feuille de route et aujourd'hui on y est. L'ancien repart progressivement et la location reste sous tension. Donc c'est sûr qu'il faut être vigilant. Le marché, malgré tout, les métropoles ne décrochent pas ici localement. Donc on a la chance d'avoir un marché assez diversifié ici à Pau. Donc on ne constate pas se décrocher. Mais aujourd'hui, on voit effectivement que le marché est sous tension. Quand on a un bien au prix du marché qui correspond au desiderata des clients, il part malgré tout assez vite. Et au-delà de ce manque de logement, on constate aussi peut-être une régulation sur les prix, en tout cas une régulation qu'il faudrait opérer, puisqu'on voit que nos clients, que ce soit à location ou en transaction, souffrent du contexte actuel et la variable prix est forcément entre en jeu également. Aujourd'hui, il y a de moins en moins. Les gens ne viennent plus dans les agences immobilières. Alors effectivement, le marché, j'en parlais tout à l'heure, le marché a changé. Le client ne se lève pas le samedi matin pour aller pousser la porte de l'agence. Il a scrollé le dimanche soir sur son téléphone et il est avisé avant nous des fois des probables offres du marché. Donc il faut s'adapter. À nous de trouver le client là où il est, à la naissance de son projet. Aujourd'hui, effectivement, on constate que beaucoup de nos ventes se passent par l'énergie de nos négociateurs sur le terrain, en travaillant notre fichier interne et en allant chercher ces projets qui sont en attente, parce qu'effectivement, le téléphone sonne un peu moins à l'agence, mais à nous, à nos colorateurs qui, et c'est une chance chez nous, sont formés, on y prête beaucoup attention, de faire la différence et d'aller chercher, accompagner ses clients, accompagner les clients pour réaliser ces projets. Je me tourne vers Bertrand Henry. Henri, même question sur le marché de l'ancien. Tension, ajustement, reprise, on en est où, selon vous?
Alors aujourd'hui, je dirais qu'on est dans une phase de normalisation plus que dans un cycle d'expansion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit un rebond au niveau de nos ventes. Pour autant, ce n'est pas du tout l'euphorie qu'on avait connue les dernières années. Le marché a changé. On était passé avec un marché très dynamique à la fin du Covid. Après 2 ans de hausse des taux, il y a eu une forme d'attentisme absolu lié au contexte économique et lié aussi à la hausse des taux. Donc, de passer ce moment-là, on revient à quelque chose de plus dynamique. L'année 2025 a produit grosso modo 945 000 ventes, plus 12% par rapport à l'année 2024. Et l'année 2026 commence quand même sous de bons auspices. Donc on a une certaine dynamique du marché. Pour autant, il y a certains éléments qui viennent s'inscrire et de façon beaucoup plus marquée qu'auparavant. Un, c'est la capacité de financement. On s'aperçoit que le Haut Conseil à la stabilité financière, avec le marqueur des 35% de taux d'effort maximum, vient créer on va dire une sélection naturelle par rapport à l'emprunt bancaire. Donc, il sélectionne l'accès au logement. 2, le coût de la construction. Mais ça vise essentiellement le neuf. Le coût de la construction a des répercussions sur, bien sûr, le prix du neuf. Troisièmement, on a aussi le pouvoir d'achat immobilier. Il est vrai que l'inflation, les conditions, le contexte économique, aujourd'hui, pèse de plus en plus sur les ménages et crée des arbitrages dans leurs projets immobiliers. Donc, ces éléments, ils donnent un phénomène beaucoup plus marqué on va dire de surveillance du marché par les acquéreurs, qui sont beaucoup plus regardants, qui sont beaucoup plus, on va dire, consciencieux dans leurs demandes et qui sont beaucoup plus affinés dans leurs recherches. Ça nous donne, nous, en tant que professionnels, l'obligation d'être performants et de démontrer toute notre expertise pour accompagner nos clients. Mais il est vrai que cette nouvelle donne du marché a donné vraiment plus une logique de conviction qu'une logique d'impulsion. Auparavant, on achetait des biens très vite, de peur que le prix augmente. Aujourd'hui, on est plus dans une patience des acquéreurs avec un encadrement de tous les critères liés à l'achat. Et juste un dernier point, le critère énergétique, qui jusqu'à présent était un critère écologique, devient maintenant un critère financier. C'est-à-dire qu'il va aussi donner le là sur le prix de certains biens anciens. Juste une question, est-ce que vous voyez revenir les primo-accédants ? Alors, les primo-accédants, on les a vus revenir en cette fin d'année parce que donc chez Square Habitat, nous faisons de la transaction et de la location. Et en cette fin d'année, nous avons eu un rebond de nos activités de location. J'ai essayé de le comprendre. Je me suis d'ailleurs penché sur le sujet en me renseignant auprès des notaires. Les annonces gouvernementales qui étaient de dire on va taxer sur les successions a provoqué chez un certain nombre de familles des actes de donation. Ces actes de donation ont permis aux enfants, aux petits-enfants, de se constituer un pécule d'entrée pour accéder à la primo-accession ou à la secondo-accession. Et on le voit donc avec un effet bénéfique et une rotation plus importante sur notre marché de la location, et à la fois avec un attrait plus important, une dynamique un peu plus importante sur la partie transaction. Arnaud Dunoyer, on sentait en début d'année qu'il y avait une reprise, que ça allait plutôt mieux, y compris pour la promotion de logements neufs. Et puis il y a eu la guerre au Moyen-Orient qui est arrivée début mars. Est-ce que vous avez senti un coup d'arrêt significatif dans la promotion et dans les programmes immobiliers ? Comment vous le vivez ? Et est-ce qu'en Béarn, il y a on va dire une exception béarnaise qui fait que peut-être ça continue ou pas ?
Alors, on va dire qu'il y a eu un petit frémissement, mais il n'a pas duré longtemps. Je voulais justement partager des chiffres avec vous au niveau national et départemental, et ensuite au niveau du Béarn, pour vous donner une idée, pour partager déjà ce qui a été dit, notamment sur les années 2016, 2017, 2018 jusqu'à 2019, jusqu'avant le Covid. On va dire les promoteurs immobiliers au niveau national réalisaient 130 000 logements. Donc 130 000 logements avant le Covid. L'année dernière, c'était 57 000. Donc moins de la moitié, on va dire. Sur cette production, au niveau national, encore une fois, cette production, elle était dédiée à 60% d'investisseurs. Donc sur les 130 000 logements, on avait 75 000 logements par an qui étaient produits, achetés par des investisseurs et du coup mis sur le marché locatif pour des personnes qui louaient à l'année. Le fait de ne plus avoir le Pinel, notamment, on a perdu les investisseurs. On est passé de 60% à peu près 15% d'investisseurs. Donc si on prend ces 15% sur les 57 000 de l'année dernière, là où on en produisait 75 000 par an, l'année dernière, au niveau national, on n'a produit que 10 000 logements qui ont été destinés à la location à l'année. Donc c'est catastrophique, hein, pour reprendre le terme qui a été utilisé tout à l'heure. Alors au niveau du sud des Landes, de l'agglomération du Pays Basque et du Béarn, par exemple en 2017, les promoteurs immobiliers réalisaient 2400 logements. 2400 logements en 2017. L'année dernière, on est tombé à 827. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette production qui a baissé ? Qu'est-ce qui vous a empêché de bâtir ? Alors, on a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu l'augmentation des coûts de travaux, on a eu l'augmentation des taux de l'immobilier, il y a eu les élections municipales et également la crise au Moyen-Orient. La fin du Pinel, on peut en rajouter, mais là, j'en ai plus. Mais voilà, c'est catastrophique, quoi. Il y a tout qui s'est ajouté, on va dire. Donc forcément, l'équation économique, elle ne se retrouve pas et ça ne fonctionne plus. Pierre Layonne, les derniers événements, notamment la guerre au Moyen-Orient, ça se rajoute, comme cela vient d'être dit. Comment s'en sortir ? En préparant cette conférence, je suis tombé sur un article de Nicolas Bavrez dans Le Figaro qui parlait du triple choc de l'économie française. Il expliquait qu'en réalité, l'impact que l'on a aujourd'hui de la guerre en Iran intervient dans une économie française, soit en stagflation, avec une montée du chômage en ce moment là, 8,1%, le plus haut depuis presque 12 ans, suite ensuite à une augmentation de l'inflation depuis 2021 de 20,4%. Donc on prend l'impact de la guerre en Iran dans une situation économique nationale compliquée. Deuxièmement, la situation fiscale de la France, ça a échappé à personne quand même que sur les budgets 2025 et 2026, au lieu de ralentir le rythme de fonctionnement de l'État, on a augmenté le prélèvement des impôts, notamment une grosse partie sur les entreprises, en coupant un petit peu l'initiative individuelle. C'est le deuxième choc que l'on a. Et le troisième également, c'est la situation dans laquelle se trouve le pays. Quand on écoute les chiffres aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte d'une activité économique où on divise par 3 la production ? Et quand le secteur de la promotion immobilière dans le neuf ralentit, c'est toute une chaîne derrière qui en paye les pots cassés, avec certes des délais qui sont décalés dans le temps, mais je pense à toutes les entreprises du bâtiment, des travaux publics. Il y a Sébastien Labourdette qui nous l'avait bien expliqué dans une réunion ici avec la Banque de France sur la conjoncture dans le département. Le président de la Fédération de la Fédération, précise, oui. Qui vient de passer la main. Oui. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Effectivement, on cumule un certain nombre de points négatifs, l'augmentation des taux, l'augmentation des produits, les prix à la construction qui ne baissent pas. On a eu pendant quelque temps, il y a un certain nombre de représentants de bailleurs sociaux ici, le marché qui a été soutenu par une activité croissante des bailleurs sociaux qui sont venus
récupérer des queues de programmes ou des programmes de vente en bloc que nous, les promoteurs immobiliers, on avait des difficultés à vendre. Mais je lisais également dans la presse la semaine dernière qu'on a une baisse de 35% de rachat des opérations. En tout cas, il parlait de CDC, Habitat et d'Action Logement, parce que maintenant, le montant de leurs fonds propres a diminué. Donc, ce qui nous a permis de continuer à espérer un petit peu plus, eh bien aujourd'hui, s'atténue complètement. Donc la situation, elle est compliquée. Je pense, moi, que le logement est une bombe à retardement dans ce pays, que la prise de conscience n'a pas été prise, et que par contre, on en parlera peut-être dans le débat, on est à un début de mandat dans un certain nombre de collectivités. Il va peut-être falloir que les élus et les équipes en place prennent le relais des absences du gouvernement sur un certain nombre de points. Bertrand Henry, Monsieur Laillon parlait d'argent et de finances et d'augmentation des taux. Est-ce que ça se ressent clairement là depuis le début de l'année, une augmentation des taux d'intérêt qui freine les transactions? Alors pour l'instant non, puisque les taux durant ces 2 dernières années avoisinaient plus les 4%. Et aujourd'hui, en moyenne, selon les données de la Banque de France, on est plus autour de 3,23%. Donc ça veut dire qu'on est dans des taux qui sont tout à fait acceptables. Je rappelle que ces mêmes taux, il y a 10 ans, il y a une quinzaine d'années, c'était vraiment des taux performants. Donc aujourd'hui, on est quand même sous un angle assez favorable. Pour autant, le contexte géopolitique crée des incertitudes. Pourquoi ? Parce que vous savez bien que dans ces contextes géopolitiques, avec la guerre en Iran, il y a l'inflation qui peut arriver de façon grandissante, avec toutes ces problématiques d'endettement, de taux d'endettement d'État. Il y a aussi la problématique de l'augmentation du cours du carburant qui va aussi générer et peser sur le pouvoir d'achat des Français. Et puis, il y a l'anticipation des banques centrales sur l'augmentation des taux. Et il est vrai que le taux de crédit, qui aujourd'hui est un facteur très important dans le choix des projets immobiliers, s'il est amené à évoluer de façon croissante, on va avoir véritablement un coup d'arrêt sur nos activités. On le voit, on a, depuis le début de la guerre en Iran, quelque chose qui s'est quand même ralenti, qu'on se le dise. On le sait, quand le monde devient anxiogène, eh bien, les décisions se reportent, c'est l'effet de prudence. Et paradoxalement, on pourrait se dire que l'immobilier, dans ces moments-là, est un actif tangible qui constitue une valeur sûre, voire une valeur refuge. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. La représentante de la Chambre des notaires. Exactement, puisque en fait, les fondamentaux reviennent, se loger, préparer l'avenir de ses enfants, c'est aussi préserver ses actifs patrimoniaux de façon tangible. Donc l'immobilier peut constituer une valeur refuge. C'est pour ça qu'il y a quand même encore une activité sur des investisseurs. Mais pour autant, le neuf, d'après ce qui vient d'être dit, il est vrai que nous avons des véritables problématiques. Les mesures annoncées ne suffisent plus aujourd'hui. Le problème, c'est que l'État a pris conscience trop tardivement d'une production de logements insuffisante. Et quand bien même le Béarn est un territoire très attractif, eh bien, si vous avez des territoires attractifs et que vous n'avez pas de production de logement, c'est des jeunes ménages qui ne s'installent pas, c'est des gens qui vont, des personnes qui doivent aller travailler dans des administrations, dans des hôpitaux, qui ne viennent pas s'installer. C'est aussi des recrutements d'entreprises qui ne s'opèrent pas. C'est toute une logique du territoire qui ne s'inscrit pas dans une belle dynamique. Donc, il faut comprendre que l'immobilier, en tant que tel, et le logement, c'est un peu la colonne vertébrale silencieuse d'un territoire, pour 2 raisons. Un, c'est parce que le logement va créer de la dynamique sur un territoire à travers justement l'arrivée de ménages, de personnes qui vont s'activer et donner de la dynamique à travers les achats, la consommation, l'emploi et ainsi de suite. Mais c'est aussi
tout l'écosystème de l'immobilier qui est touché. L'écosystème, c'est le BTP, ça va même jusqu'au litier. Hein. C'est-à-dire que quand vous déménagez, vous changez de couvert, vous changez de lit. Si vous changez de cuisine, c'est tous ces personnes qui travaillent de façon indirecte sur l'immobilier. Oui, je vais me tourner vers Bruno Biraden. Entre l'alarme de Pierre Layonne et la prudence teintée d'espoir quand même de Bertrand Harry, comment vous situez-vous? Est-ce que vous voyez quand même une forme d'espérance malgré tous les nuages que nous avons dénombrés? Je dirais que je me situe effectivement du côté de mon collègue Bertrand Harry. Je suis optimiste, prudemment optimiste, mais si on est lucide, il y a de quoi être attentif. Mais aujourd'hui, M. Harry l'a dit, sur le contexte géopolitique, il y a deux phases. Il y a une phase de sidération, d'attentisme, et une phase de concrétisation des projets vers la valeur refuge qui est l'immobilier. Donc on constate ça dans nos agences, hein, c'est-à-dire qu'on a des phénomènes d'attente, hein, des clients qui sont non contraints et qui patientent, et d'autres clients qui ont des projets contraints, qui sont de vrais acheteurs et à qui il faut trouver des solutions. Et donc c'est aussi une période de mise en action pour eux, par crainte aussi que les taux remontent, que les prix soient moins accessibles. Donc aujourd'hui, même si on constate quelques effets, je dirais que c'est plutôt un jeu à somme nulle. Les projets naissants compensent les projets manquants. Donc je suis attentif, mais prudemment optimiste. Dans ce marasme, il y a quand même des leviers d'espoir? Oui, il y a des leviers, heureusement. Aujourd'hui, il y a le marché, mais il y a ce qu'on fait du marché et comment on appréhende le marché. Le marché, certes, effectivement, c'est devenu le marché immobilier comme tous les marchés de l'économie locale ici en Béarn. Je ne connais pas un entrepreneur aujourd'hui qui est à 100% optimiste, les yeux fermés. C'est une mer agitée. Il faut savoir naviguer, garder le cap. Il y a des moments où il faut hisser la voile, d'autres il faut la baisser. Et on est pleinement dans ce moment-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, on l'a déjà dit, être encore au plus proche de nos clients, garder nos valeurs dans cette tempête, être résolument humain, proche de nos clients, experts, les accompagner du mieux qu'on peut en délivrant nos services. La chance qu'on a ici chez Cofim, c'est qu'on s'est diversifié, et quand la transaction va bien, la location peine un peu, et inversement. On fait aussi divers métiers, que ce soit l'entreprise et la maison d'habitation, l'ancien, le neuf. Donc ça permet aussi, la solution, je pense aussi, c'est s'adapter et se diversifier, et c'est ce qu'on essaie de faire. Arnaud Dunoyer, on parle d'optimisme un peu quand même, et de valeur refuge. Si vous aviez un conseil à donner à un primo-accédant qui hésite en ce moment à dire je ne vais pas franchir le pas parce que je préfère attendre, etc., qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? D'être attentif au marché, de regarder effectivement quels sont les produits aujourd'hui à l'offre. La commune, bien entendu, son budget. Il y a des dispositifs quand même, on n'en a pas parlé, qui ont été mis en place ou validés. C'est le prêt à taux zéro que l'on peut trouver dans le neuf et sur toutes les communes. Donc ça, c'est quand même un sacré coup de pouce, hein, puisque le prêt est à 0%, là où effectivement il est aux environs de 3,5. Pendant combien de temps, là, le prêt à taux zéro? C'est sur une durée En fait, tout dépend des plafonds de ressources, du montant d'investissement, mais pour un bien à 200, 250 000 euros, des fois on peut atteindre jusqu'à 90 000 euros, par exemple, en prêt à taux zéro. Donc c'est assez facilitateur, on va dire, pour accéder à la propriété pour la première fois. Et pour un investisseur, vous lui conseillez quoi? Aujourd'hui, effectivement, que le Jean Brun, puisque c'est les noms de chaque ministre à chaque fois, est-ce que le Jean Brun est aussi attractif que le Pinel? Alors c'est un très bon dispositif, il est différent du Pinel, hein. Pour vous donner un exemple, en fait, effectivement, c'est un amortissement par rapport au revenu imposable annuel. Vous prenez 3,5% de 80% du montant d'investissement. Alors, ce qui veut dire, par exemple, pour un montant d'investissement à 200 000 euros, 80%, les 3,5%, on arrive à peu près à 6 000 euros. C'est ce montant-là que vous pouvez déduire des impôts annuellement.
Donc si vous avez un taux marginal d'imposition, on va dire à 30%, 3 x 6, 18, vous économisez 1 800 € d'impôts par an, environ 150 € par mois. Si vous couplez ça au LLI, parce qu'on peut, on peut coupler les deux dispositifs qui permettent notamment d'avoir la TVA réduite, logement locatif intermédiaire, là aussi il y a des plafonds de ressources à respecter, mais le fait de coupler les deux, c'est très positif pour l'investisseur, on bénéficie de la TVA à 10%, on peut toujours effectivement amortir le bien, il y a la taxe foncière qui est sous forme de crédit d'impôt, et selon le montant d'investissement, on peut arriver à équilibrer entre le montant du loyer et le gain d'imposition, de faire en sorte que le bien puisse s'amortir avec un très faible effort d'épargne. Il y a aussi une solution, parce qu'on a vu Pierre Layon tout à l'heure avec la sulfateuse sur les dispositifs de l'État, mais il y a aussi peut-être des solutions concrètes au niveau local en montant des projets mixtes, par exemple, pour essayer de tirer sur l'ensemble des leviers. Alors, je ne sais pas si j'ai été à la sulfateuse. En tout cas, dans notre activité, moi, j'ai fait le constat de la commercialisation que l'on a sur nos produits neufs. En réalité, on ne dit pas des choses différentes. On parle de deux secteurs d'activité différents entre le représentant de Square Habitat ou de Cofim, qui ont un volume d'affaires sur le logement ancien, les syndics, les transactions, qui leur permet d'avoir un volume d'affaires conséquent. Moi, je parle uniquement de la construction de logements neufs et de la commercialisation qui suit derrière. Dans ce secteur d'activité-là, on a un ralentissement qui est net, pas uniquement en Béarn ou dans notre territoire, il est présent dans tout le dispositif français. Donc ça, c'est un constat, les chiffres sont têtus. Quand on divise par 3 une activité de production de logement, on ne peut pas retrouver les niveaux que l'on avait avant 2022. Ça, c'est mon premier constat. Deuxièmement, donc, Bruno Robali, pour répondre à votre question, je pense effectivement qu'on va donner quelques pistes d'optimisme, c'est important. Donc, est-ce qu'il y avait des espoirs pour espérer autre chose? Ici, l'Espagne pousse aussi un peu sa corne. Donc, esperamos, attendons. Effectivement, en France, on est toujours soumis au rythme des élections. Là, on sort des élections municipales. On sait tous très bien dans la profession qu'une période d'élection municipale, c'est une période tendue pour aller chercher des autorisations urbanisme, parce que ça, c'est quand même le creuset de notre métier. Il faut que pour qu'on puisse construire, on puisse avoir des autorisations d'urbanisme dans un délai très court. Là, j'entends maintenant le Premier ministre indiquer on va peut-être dupliquer aux autorisations d'urbanisme des procédures, entre guillemets, d'urgence absolue. Pour ceux qui connaissent un peu la politique ou qui l'ont suivi, c'est une mesure qui a été présentée par Jean-Pierre Raffarin au Sénat il y a plus de 12 ans, qui n'a jamais été mise en place. Donc aujourd'hui, si on veut accélérer les processus, il faut qu'on mette en place des dispositifs qui soient plus rapides. Mais effectivement, sur nos territoires, les élus ont la main sur les plans locaux d'urbanisme et de l'habitat. C'est à eux à impulser une vraie politique volontariste sur leur territoire pour répondre à la demande. On n'a pas besoin d'avoir uniquement une relation verticale de l'État vers les collectivités locales ou territoriales pour pouvoir prendre la mesure. Est-ce qu'il faut qu'on ouvre à l'urbanisation de nouvelles zones? Est-ce qu'il faut qu'on se dote d'un véritable outil d'aménagement pour ça? Dans quelles conditions? Avec des prix maîtrisés, en interrogeant les promoteurs localement. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la compétence, elle existe sur notre territoire. Il faut aujourd'hui ouvrir les vannes et répondre à ce dispositif-là. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses attentes de logements qui ne sont pas favorables dans les demandes de logements sociaux. Je crois que les bailleurs sociaux n'arrivent pas non plus à avoir un turnover sur leur parc locatif. Les gens ne partent pas pour devenir des primo-accédants. Sur un territoire comme Pau, je vais prendre un exemple très simple, moi, les terrains qu'il y a autour du stade du Hameau à Pissard-Santarelli. Tout le monde les connaît. Il y a 23 hectares. Ces terrains sont la propriété de la ville de Pau. Vous allez voir les matchs comme moi de temps en temps, avec le beau parcours de la section paloise. C'est un no man's land. C'est un bel exemple de possibilité
d'ouverture à l'urbanisation d'une zone aujourd'hui qui est maîtrisée par la collectivité. Il y a eu en son temps des projets sur ce territoire-là qui sont restés dans les cartons. Si on veut trouver des terrains à des prix raisonnables pour pouvoir permettre de construire du logement, il faut une volonté. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Arnaud Dunoyer, Monsieur Layom l'a parlé des dernières déclarations du Premier ministre en faveur du logement pour essayer d'assouplir un peu les procédures. Il y a aussi le renforcement du pouvoir des maires qui a été donné. Est-ce que pour vous, ça vous paraît une bonne chose, justement, maintenant qu'on sort de la période électorale et aussi avec des nouveaux maires, y compris ici à Pau? Il faut discuter avec eux. Là, ça tombe bien, puisqu'on attendait effectivement la mise en place des élus, des présidents d'agglo. Donc, c'est ce qui a été fait globalement partout sur le territoire. Et avec l'AFPI, on a sollicité par courrier aujourd'hui ou hier l'ensemble des présidents d'agglomération des 2 départements, Landes et Pyrénées-Atlantiques, donc ici également, ainsi que les préfets, pour échanger avec eux, discuter avec eux et bien entendu leur expliquer effectivement qu'il faut loger les gens, il faut simplifier, il faut être beaucoup plus rapide dans tout ce qui est délai d'instruction, simplifier toutes les démarches administratives. On nous en rajoute quotidiennement, que ce soit les normes ou les aspects environnementaux. Voilà, c'est au quotidien, donc il faut fluidifier tout ça pour produire et répondre à la demande. Bertrand Harry, sur l'ancien aussi, les politiques, on va dire, d'agglomération ont une influence. Qu'attendez-vous des nouveaux dirigeants locaux? En fait, je ne vais pas me lancer à vouloir faire de la politique, puisque je ne suis pas un politicien. Mais en revanche, moi, je suis chef d'entreprise. Aujourd'hui, le sujet, il est à traiter sous la forme d'une stratégie globale. C'est de pouvoir construire des logements abordables, des logements familiaux, des logements pour les étudiants, de la rénovation du parc ancien. Enfin, les choix sont multiples. On ne peut pas s'arrêter uniquement sur certaines zones et sur certaines phases de construction. Mon sujet il est le suivant, c'est qu'un territoire qui ne construit pas assez de logements, c'est un territoire qui exclut une partie de sa population à vivre. Et si les politiques comprennent ça, il est sûr et certain que tout le monde va se mettre autour de la table pour trouver des solutions. Pour construire, aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas assez de construction. Mais on constate parallèlement que la capacité de production est de plus en plus difficile parce qu'elle est soumise à des normes, à des règles administratives. Et il faudrait que, pour qu'il y ait un principe gagnant sur ce sujet, que les règles administratives en vigueur elles soient beaucoup plus simplifiées et qu'elles soient en réalité, en corrélation avec la réalité économique, pour permettre aux constructeurs et à tout l'écosystème immobilier et du logement de pouvoir œuvrer normalement. Je reviens aussi sur l'ancien, il y a la rénovation qui est un enjeu important au niveau local. Il peut y avoir des aides à la rénovation qui peuvent peut-être relancer un secteur. Alors, oui, bien sûr que les aides, elles existent pour le parc ancien. Pour autant, elles sont assez limitées. Le parc ancien, il est quand même à la main des propriétaires et dans le cadre de la rénovation, pour les propriétaires, eh bien, c'est à leur charge directe. Après, bien sûr qu'ils peuvent bénéficier de MaPrimeRénov', mais sous certaines conditions très restrictives, donc ça limite quand même l'accès à ce dispositif. Et deuxième chose, pour les investisseurs, eh bien, l'obligation de rénovation se porte pour les biens qui ont des étiquettes énergétiques très défavorables. Et donc, les oblige, sous peine de non-location, pour ceux qui sont classés en G, de ne pas pouvoir bénéficier de revenus fonciers s'ils n'opèrent pas aux travaux nécessaires. Donc, soit les travaux et les travaux pour l'ancien permettent d'assurer à la fois une dynamique dans la rotation, puisque ça crée une attractivité pour les locataires potentiels. Et deuxièmement, ça permet aussi d'avoir une préservation patrimoniale des biens. Donc ça a un double effet. Pour autant, vous savez bien que les Français ils sont sous tension économique
Et ces travaux, par l'effet d'inflation qu'on a connu, par l'effet des coûts de construction qu'on a connus grandissant ces dernières années, pèsent sur leur capacité à vouloir investir et à se projeter dans cette dynamique. Bruno Birad, pareil sur l'ancien, sur l'assouplissement, sur les thématiques de rénovation. Est-ce que ça va porter pour le marché béarnais ? Oui, ça reste une solution pour fluidifier le marché. Néanmoins, je reprends ce qui a été dit, c'est que ça reste mesuré, puisque c'est à la charge des propriétaires. Donc c'est à eux de faire l'effort. Et il faudrait effectivement... Comment les inciter, justement ? Par des dispositifs incitatifs, évidemment, par de la fiscalité, par aussi l'explication, parce que souvent, les dispositifs sont là, mais ils sont un peu abscons et compliqués à traduire pour le client particulier. On sait que la Glodopo a mis en place des cellules pour accompagner les gens qui veulent bénéficier de ces rénovations-là, mais ça reste souvent des mesures qui sont un peu confidentielles. Donc, c'est notre rôle aussi. On a ce rôle central dans cet enjeu-là pour fluidifier le marché, puisqu'on est un réel acteur de cet élément-là. Donc, plus le marché est complexe, on va dire juridiquement, législativement, plus le client se rend compte qu'il a besoin d'un professionnel à ses côtés. Donc, c'est à nous aussi de porter à bras le corps ce projet-là pour expliquer les dispositifs à nos clients, pour les faire bénéficier, parce que en notre position de à la fois gestionnaire et transactionnaire, on a la vue sur les deux métiers et c'est un parcours transversal du client chez nous. Merci beaucoup, en tout cas à tous les quatre, pour cette série d'échanges. On l'a bien compris au travers à la fois des questions posées et puis de vos réponses. Vous avez insisté sur la nécessité d'un choc de l'offre, la nécessité de produire de nouveaux logements afin de répondre efficacement à une demande en hausse. On va se demander si cette analyse, évidemment, sur l'agglomération de Pau est particulièrement prégnante, et puis de quelle façon faire évoluer les choses. Ça va être le thème de la prochaine table ronde. On a bien compris également qu'il y avait une nécessité sans doute aussi d'explication, de meilleure pédagogie, de meilleure information vis-à-vis de ce qui était existant, quel que soit ce qu'on en pense. Est-ce que ce sont des dispositifs plus ou moins efficaces que les précédents ? J'ai envie de dire qu'importe à l'instant T, pour ceux qui ont des projets, encore faut-il les comprendre, les analyser, les espérer, et puis de quelle façon aujourd'hui les professionnels que vous êtes, ainsi que ceux qui sont dans la salle, ceux qui nous écoutent, peuvent ou pas essayer d'influer sur la suite. Bien malin qui pourra influer ou qui pourra deviner ce que les conflits internationaux pourront devenir, quoi qu'il en soit. Vous avez tous insisté sur l'importance qu'il y avait maintenant peut-être de s'adresser à des périmètres locaux, à des périmètres d'action qui sont apportés, et j'ai envie de dire, de discussions, de projets avec des cas particuliers et des spécificités sans doute à avoir, c'est-à-dire que chaque territoire, chaque projet peut avoir son mode de construction. Il n'y a pas une façon aujourd'hui de répondre à la problématique, il y a des façons plurielles, diverses. Encore faut-il mettre autour de la table des acteurs très différents. C'est ce qui ressort en tout cas de vos différents échanges. Sinon, c'est l'attentisme qui va prévaloir. Il est impossible, en tout cas, de rester à cet attentisme, tant l'importance à la fois du logement, mais l'importance au niveau économique, démographique et donc de développement d'existence de territoire sont aujourd'hui questionnés et sont en jeu. C'est ce que l'on va pouvoir retenir en tout cas de vos différents échanges. Merci beaucoup. On retrouve tout cela évidemment en complément dans vos articles respectifs, messieurs. Et puis dans une prochaine table ronde, on va se consacrer principalement à ce qui se passe sur l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. On va vous applaudir tous les quatre. Merci beaucoup.